Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui est consacrée au soutien et remédiation. Elle est consacrée aux élèves de la 3e année. Donc, on commence par l'exercice 1. Ismaël se déplace de son village à son école en utilisant le transport scolaire. Ismaël, assis derrière le chauffeur, a remarqué que l'aiguille du compteur de vitesse du véhicule, qui est sur une route droite, n'a pas changé de position. Elle reste immobile. La distance parcourue de la route est D est égale à 1 km et la durée du temps est delta T est égale à 100 secondes. Question 1. Répondre par vrai ou faux. A, la proposition A, Ismaël est en mouvement par rapport au transport scolaire. B, Ismaël est en mouvement par rapport à l'école. C, Ismaël est en mouvement par rapport au chauffeur. D, le transport scolaire est en mouvement par rapport à l'école. Donc, pour répondre à ces propositions, il faut savoir si le mobile ou le corps change de position ou non. Donc, Ismaël est en mouvement par rapport au transport scolaire. Puisqu'il est assis, il ne change pas de position. Donc, cette proposition est fausse. Ismaël est en mouvement par rapport à l'école, puisqu'il fait partie d'un transport scolaire qui est en mouvement, donc il est en mouvement par rapport à l'école, c'est vrai. Ismaël est en mouvement par rapport au chauffeur, il est assis derrière le chauffeur, il ne change pas sa place, donc il est immobile, donc c'est faux. Le transport scolaire est en mouvement par rapport à l'école, c'est vrai, puisqu'il est en mouvement et change de position. 2. La question 2. Cochez la bonne réponse. On calcule la vitesse moyenne par la relation. On a trois choix. V est égal D sur T, V est égal D fois T, et V est égal T divisé par D. Donc la bonne réponse est la première. V est égal D sur T. La vitesse moyenne est égale au quotient de la distance parcourue par la durée de temps. 2. La vitesse de transport scolaire durant la durée de temps est, premier choix, 100 mètres par seconde, 10 mètres par seconde, 36 mètres par seconde, 3,6 mètres par seconde. Donc, pour répondre à cette question, on doit faire appel à la relation V est égale D sur T. On a la distance parcourue est 1 km. Donc, on convertit 1 km en mètres, on trouve 1000 mètres. On divise par le temps qui est 100 secondes. Donc, 1000 divisé par 100, on trouve 10 mètres par seconde. C'est la vitesse de transport scolaire. Donc, 3. La vitesse limite autorisée est Vmax est égal à 40 km par heure. Est-ce que le chauffeur du transport scolaire n'a pas commis d'infraction? Justifie. Donc, pour répondre à cette question, il faut faire une comparaison entre la vitesse du véhicule, c'est-à-dire du transport scolaire, et la vitesse maximale autorisée qui est 40 km par heure. Pour comparer ces deux grandeurs, il faut qu'elles soient exprimées par la même unité de mesure. Donc, on convertit 10 mètres par seconde en kilomètres par heure, on multiplie par 3,6, on trouve 36 km par heure. Donc, 36 km par heure est inférieur à 40 km par heure. Donc, le chauffeur n'a pas commis d'infraction routière. Quatrièmement, déduire la nature du mouvement de transport scolaire pendant la durée de ta T est égale à 100 secondes en mettant en croix dans la case convenable. On a un mouvement rectiligne accéléré, un mouvement rectiligne retardé, un mouvement rectiligne uniforme, une rotation. Donc, d'après l'énoncé des données de l'exercice, on a l'aiguille de vitesse ou de compteur de vitesse ne change pas, il est immobile. Donc, la vitesse elle est constante. Puisque la vitesse est constante, c'est un mouvement uniforme. Puisque la route c'est une droite rectiligne, donc la bonne réponse est rectiligne uniforme. La deuxième partie de cet exercice, équilibre d'un corps. On accroche un corps solide de masse M, à un dynamomètre. Voir le schéma. Le solide S est en équilibre, il est en état d'équilibre. L'indication du dynamomètre vaut 4 newtons. Première question, faire le bilan des forces exercées sur le solide S, classer ces forces en force de contact et force à distance. 3. Rappeler les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Quatrièmement, en appliquant les conditions d'équilibre
déterminer les caractéristiques du poids du corps solide S. Cinquièmement, déduire la masse du corps S, sachant que G est égal 10 newtons par kilogramme. 6. Représenter sur le schéma les deux forces exercées sur S, c'est-à-dire sur le solide S, par l'échelle 1 cm pour 2 newtons. On commence par la question numéro 1. L'inventaire des forces ou le bilan des forces appliquées sur le solide S. Donc, la première chose, on va déterminer le système étudié. D'après la question, le système étudié est le solide S. Deuxième étape, détermination des forces appliquées sur le solide. Ces forces sont de deux types. Premièrement, les forces de contact. Donc, on cherche les corps qui sont en contact avec le solide. D'après le schéma, on a le dynamomètre. Donc, le dynamomètre exerce une force sur le corps S, notée FD sur S avec une flèche. C'est une force. Deuxième type de force, on a les forces à distance. Donc, la Terre attire le corps S. Donc, cette force est appelée le poids. Le poids du corps S, noté PS. Toujours le poids est noté par la lettre P. Troisième question, les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Pour qu'un corps soit dans un état d'équilibre, il faut que ces deux forces ont la même intensité, la même droite d'action et de sens opposé. Ces trois conditions sont appelées les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Quatrièmement, détermination des caractéristiques de chaque force. Donc, on va schématiser un tableau ou dessiner un tableau. Donc, on a les forces FD sur S, c'est-à-dire la force appliquée ou exercée par le dynamomètre sur le corps S, et PS qui est le poids du corps S. Les caractéristiques sont les suivantes. Point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. Donc, on commence par le point d'application. Le dynamomètre est attaché, accroché au corps S par ou d'un point A. Quant à le poids, il est le centre de gravité G, noté G. La droite d'action, les deux forces ont la même droite d'action qui est la verticale ou la droite verticale qui passe par A, aussi qui passe par J ou simplement la droite AG. Le sens, on a les deux corps ont deux sens opposés. Pour le dynamomètre, il est de A vers le haut, il attire le corps vers le haut, et la Terre il attire le corps S vers le bas. Donc ils ont deux sens opposés. Aussi, on a que les deux forces ont la même intensité. D'après l'indication du dynamomètre, on a FD sur S est égal à 4 newtons, aussi PS est égal à 4 newtons. On n'écrit pas la flèche, on a une intensité sans flèche. Cinquième question, déduire la masse M du solide S. Donc, on utilise la relation P est égal à M fois G. Donc, d'après cette relation, M est égal à P divisé par G. On remplace chaque grandeur par sa valeur. Donc, P, d'après le tableau, on a 4 newtons, divisé par G, d'après les données au énoncé, qui vont 10 newtons par kilogramme. Donc, M est égal à 0,4 kg. Sixièmement, représenter les deux forces par l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc, avant de représenter les forces, il faut calculer la longueur de la flèche. Toute force est représentée par une flèche. Donc, on a la valeur de l'intensité 4 newtons fois 1 cm divisé par 2 newtons. On trouve que la longueur de la flèche est égale à 2 cm. Donc, on passe à la représentation. Donc, d'après le tableau des caractéristiques, pour la force exercée par le dynamomètre, donc le point d'application est le point A, il est vertical vers le haut, d'une longueur de 2 cm. De la même façon, la force exercée par la Terre pour le poids du point G verticalement vers le bas d'une longueur de 2 cm. Donc les deux forces ont la même droite d'action, ont la même longueur, c'est-à-dire la même intensité, et deux sens opposés. Exercice 2. Complétez les phrases suivantes. L'énergie électrique consommée dans une installation domestique se mesure à l'aide d'un. Son unité légale est
La loi donc s'exprime par la relation. L'unité de la résistance est. Donc, puisqu'on est dans une installation domestique, donc l'énergie électrique se mesure à l'aide d'un compteur électrique. Donc, l'unité légale est le watt-heure. On n'utilise pas le joule, c'est l'unité internationale, on est dans le principe. La loi donc s'exprime par la relation. Donc, la loi d'Ohm, c'est une loi qui regroupe la tension et l'intensité et la résistance. Cette loi dit que la tension au bord d'une résistance ou d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance par l'intensité du courant qui le traverse. Donc, l'unité de la résistance est l'ohm, de symbole ohmique. Deuxième question. Une installation domestique possède des appareils suivants. N lampe identique, N il est inconnu. Chaque lampe porte des indications de 120 volts 100 watts. Un four électrique porte des indications de 120 volts 2000 watts. Et un appareil de chauffage, c'est-à-dire un radiateur, qui porte les indications de 120 volts et P, sa puissance nominale illisible. On ne peut pas lire la valeur de la puissance nominale de cet appareil de chauffage. Donc, petit A, en première phase, on fait fonctionner en même temps pendant 2 heures et demie, c'est-à-dire T est égal à 2,5 heures, les lampes, tous les lampes, une lampe et le four électrique, seulement les lampes et le four électrique. L'énergie électrique consommée par ces deux appareils, les lampes et le four, vont être égale 7000 watts-heure. La question est la suivante. Petit A, calculer en watts-heure l'énergie électrique EF consommée par le four. B, diluer en watts-heure l'énergie électrique EF consommée par les lampes. C, calculer en watts-heure l'énergie électrique consommée par une seule lampe. Et D, montrer que le nombre des lampes est 8. Il est égal à 8 termes. Donc, on commence par A. Calculer en watts-heure l'énergie électrique EF consommée par le four. On utilise la relation F est égal à PF fois D. C'est-à-dire l'énergie électrique consommée par le four est égale à sa puissance PF fois la durée de temps. On remplace chaque rondeur par sa valeur. La puissance vaut 2000 watts, la durée de temps 2,5 heures. Donc on fait la multiplication, on trouve que EF est égal à 5000 watts-heure. B, diluer en watts-heure l'énergie électrique consommée par tous les lampes. Donc on a l'énergie électrique totale consommée par ces deux appareils qui sont les lampes et le four est égal à T est égal à E, l'énergie électrique consommée par le four pour plus l'énergie électrique consommée par tous les lampes. Donc pour trouver l'énergie électrique consommée par les lampes, on fait la soustraction ET moins EF, on remplace 7000 watts-heure moins 5000, on trouve que EN est égal à 2000 watts-heure, c'est l'énergie électrique consommée par les N lampes. C, calculer en watts-heure l'énergie électrique consommée par une seule lampe. Donc on a de la même façon, l'énergie électrique consommée par une seule lampe est égale au produit de sa puissance par la durée de temps. Donc la puissance d'une seule lampe vaut 100 watts fois 2,5 heures, donc elle donne 250 watts-heure. D. Montrer que le nombre des lampes est 8, n est égal à 8. On a la relation entre l'énergie électrique consommée par les lampes et l'énergie électrique consommée par une seule lampe, puisque les lampes sont identiques. On a EL est égal à N fois EL1 ou EL1 plus EL2 plus EL, etc. Il faut faire aussi cette relation. Donc N est égal à EL divisé par EL1. On remplace chaque rondeur par sa valeur. Donc EL est égal à 2000 watts-heure divisé par EL1 250 watts-heure, on trouve que N est égal à 8. C'est le nombre des lampes identiques qui fonctionnent pendant T égale 2,5 heures. Deuxième partie, en deuxième phase, on fait fonctionner en même temps tous les appareils, le four, les lampes, les 8 lampes et le radiateur. Et on repère le compteur électrique avant et après le fonctionnement pendant T égale 2,5 heures. Avant le fonctionnement, on a E1, 5247 kWh. Après le fonctionnement de tous ces appareils, E2 est égal à 5256 kWh. Petit a, déduire l'énergie électrique consommée par ces appareils.
appareils, c'est-à-dire le four et les 8 lampes et le radiateur, déterminer la puissance nominale du radiateur PR. Donc, pour la première question, l'énergie électrique consommée par ces appareils est égale E2 moins E1, c'est-à-dire l'affichage du compteur après fonctionnement moins l'affichage du compteur avant fonctionnement. Le nouveau index moins l'ancien index. Donc on remplace 5256 kWh moins 5245 kWh, on trouve que 9 kWh, c'est-à-dire 9000 Wh. Le kWh vaut 1000 Wh. Donc 9 fois 1000 est égal à 9000. B. La puissance nominale du radiateur notée PR. La puissance du radiateur PR. Donc avant de calculer PR, on calcule l'énergie électrique consommée par le radiateur. Donc par la relation ER est égal à E moins ET. C'est-à-dire l'énergie électrique par les 3 appareils moins l'énergie électrique par les 2 appareils. E, on a le four, le radiateur et les 8 lampes. ET, on a seulement le four et les 8 lampes. Donc 9000 Wh moins 5000 Wh, on trouve ER, c'est l'énergie électrique consommée par le radiateur est égale à 2000 Wh. En deuxième phase, on déduit la puissance nominale du radiateur PR par la relation. On a ER est égal à PR fois T, c'est-à-dire l'énergie électrique consommée par le radiateur est égale au produit de sa puissance électrique par la durée de temps de son fonctionnement. Donc PR est égal à ER divisé par T. On remplace chaque grandeur par sa valeur. ER est égal à 2000 Wh divisé par la durée de temps qui vaut 2,5 heures. Donc on trouve PR est égal à 800 watts. 800 watts. Exercice 3. Économie réalisée pendant la consommation électrique. Pour économiser l'énergie électrique et minimiser le coût de la facture pour un appartement, le père d'une famille a changé 6 lampes à incandescence par 6 lampes fluo compactes, c'est-à-dire économiques. Les données de cet exercice. Une lampe à incandescence porte des indications 220 volts 75 watts. Une lampe économique porte des indications 220 volts 20 watts. La durée d'éclairage pendant une journée est égale à 4 heures durant un mois, c'est-à-dire 30 jours. Le prix d'un kilowattheure est 1 dirham. Donc la première question montre à ce père que les lampes économiques consomment moins d'énergie électrique que les lampes à incandescence. Donc l'énergie électrique consommée pendant un mois par les 6 lampes à incandescence. Pour répondre à cette question, il faut faire une comparaison entre l'énergie électrique consommée par les lampes économiques et l'énergie électrique consommée par les lampes à incandescence pendant un mois, selon les données. Donc, on a l'énergie électrique consommée par les lampes à incandescence est égale à la puissance de la lampe à incandescence fois la durée de temps. Donc, on remplace, on a 6 lampes. Chaque lampe a une puissance de 75 watts. Elle travaille ou elle fonctionne pendant 4 heures, durant 30 jours. 30 jours, donc on trouve 54 000 watts-heure. On convertit cette valeur en kilowattheure, on divise par 1000, on trouve 54 kWh. C'est l'énergie, 54 kWh, c'est l'énergie électrique consommée pendant un mois par les 6 lampes à incandescence. De la même façon, on calcule l'énergie électrique consommée pendant un mois par les 6 lampes économiques. Donc on a la relation E et E, c'est-à-dire l'énergie électrique consommée par les lampes économiques est égale au produit de la puissance d'une lampe économique fois la durée de temps de son fonctionnement. Donc on a 6 lampes, chaque lampe a une puissance de 20 watts, une durée de 4 heures par journée durant 30 jours. On trouve 14 400 watts-heure. On convertit cette valeur en kilowattheure, on divise par 1000, on trouve 14,4 kWh. Donc, d'après ces résultats, on a 14,4 kWh inférieur à 54 kWh. C'est l'énergie électrique consommée par les lampes économiques et celle-ci par
les lampes à incandescence. Donc, les lampes économiques consomment moins d'énergie électrique que les lampes à incandescence. Deuxième question. Calculer en dirhams le montant qu'on va économiser sur ce paire. Donc, pour répondre à cette question, on doit calculer le montant ou l'énergie électrique économisée pendant un an, avant de calculer le montant. Donc, on calcule l'énergie électrique économisée pendant un mois. Donc, on a 54 kWh consommés par les lampes à incandescence, moins l'énergie électrique consommée par les lampes économiques, on trouve 39,6 kWh. Donc, pour calculer le montant que ce paire va économiser, on va multiplier cette énergie électrique par le coût d'un kilowattheure, c'est-à-dire par un dirham par kilowattheure, le prix unitaire d'un kilowattheure, on trouve le montant est de 39,6 dirhams. C'est la dernière question pour cette séance de soutien. Merci de votre attention.